Bonjour, bonjour. Je vais attendre quelques minutes le temps que les gens puissent arriver sur le live, être prêts à ce qu'on démarre, etc. Et on commence dans genre 2-3 minutes. C'est au bon niveau son là ou il y a du monde? Je sais pas, j'ai pas regardé. Yop, est-ce qu'on m'entend correctement du coup? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà là qui pourraient vous confirmer? Yes, parfait. Parfait, parfait. Bon, allez, sans tarder plus que ça, démarrons. Donc cette présentation, euh, je vais essayer d'aller plus doucement que la précédente parce que j'ai tendance à speeder un petit peu, on va dire. Mais cette présentation du coup va être sur la vulnérabilité fusée gelée, aussi appelée Shuffle 2, par d'autres gens qui l'ont découverte au même moment, aussi connue sous le nom moins sexy de CVE 2018-6242. Bon, on va l'appeler fusée gelée, hein, ce sera mieux. Voilà. Donc fusée gelée, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, on va le voir juste après. Parce que tout d'abord, sommaire. Voilà, on va commencer, on va voir un peu de contexte. Globalement, le contexte dans lequel la vulnérabilité s'inscrit, qui est celui du hack de console. Ensuite, on va voir un petit peu de quelques trucs sur le protocole USB. On va faire un petit tour rapide dessus parce qu'en fait, il y en aura besoin pour après. Donc ça sera pas très long. On va pas concentrer le taux de entier sur l'USB, hein, je vous rassure. Ça serait un petit peu lourd sinon. On va juste se concentrer sur la partie dont on va avoir besoin. Ensuite, on va voir du coup la partie procédure de boot de la puce Tegra X1. Donc, on va détailler comment elle démarre, qu'est-ce qui se passe au moment où elle démarre, comment elle fonctionne. Puis, on va étudier un petit peu vite fait le pseudocode de la bootron, donc qui a été récupéré par du reverse. Puis ensuite, une fois qu'on aura fait cette analyse, on aura du coup expliqué un peu les vulnérabilités qu'il y a dedans et comment ça a été découvert. Puis du coup, on passera une partie exploitation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on exploite ça? On parlera vite fait, est-ce qu'il y a des protections? Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Puis on va faire un petit récap vite fait de tout ce qu'on aura vu. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, on est parti. Petit bonjour aux gens de Wavdress s'il y a un jour des gens de la vieille époque qui passent ici. Et donc on va commencer rapidement. Donc évidemment, je fais un petit moment de contexte avant de démarrer sur la vulnérabilité en elle-même par rapport au hack de console. Donc le hack de console, vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est quand on va essayer d'exécuter du code arbitraire sur n'importe quelle console pour exécuter son propre code. Puisque d'habitude les OS sur les consoles, enfin pas forcément toujours des OS, sur les vieilles consoles il n'y en avait pas, mais même quand il n'y a pas d'OS particulier sur les consoles, en fait, tout le code que vous pouvez faire tourner sur la console, tout est vraiment restreint. Tout est signé par les constructeurs la majorité du temps, ce qui vous empêche d'aller exécuter votre propre code. En dehors de ça, du coup, dans les OS, il y a souvent des restrictions, des trucs qui vous empêchent de faire certaines fonctionnalités. Enfin, vous êtes limité. Par exemple, typiquement sur la Switch, vous pouvez pas modder la console, vous pouvez pas installer de thème custom, vous pouvez pas faire plein de choses comme ça. Puis évidemment, lancer votre propre code, hein. Alors que parfois on est quand même bidouilleur, on aimerait bien pouvoir faire ces trucs-là.
Donc voici, j'ai mis quelques exemples dans le cas notamment de la Switch en fait. Je me suis surtout basé là-dessus pour tout le talk. Donc vous avez les homebrew. Les homebrew, c'est le nom qu'on donne à ces programmes qu'on va écrire nous-mêmes en tant qu'amateurs et qu'on va faire tourner sur la console sans les avoir signés avec la clé publique de Nintendo. La clé privée, pardon, de Nintendo. Ensuite, on va pouvoir du coup installer des mods sur nos jeux, pour les modifier à volonté, faire plein de trucs sympas. On va pouvoir modifier nos sauvegardes, les exporter, les gérer. On a pas mal d'émulateurs, on peut mettre des thèmes custom, on peut même faire de l'overclocking si on a vraiment des problèmes de perf sur certains trucs. On peut installer Linux sur sa Switch, oui, oui, c'est possible. Il n'y a pas que la Switch d'ailleurs, on peut l'installer sur pas mal de trucs. Il y a des proof of concept pour pas mal de consoles. C'est vachement marrant quand tu vois ton Ubuntu se lancer sur ta Switch. C'est vraiment une expérience à faire un jour. Puis voilà, ça permet de faire plein de trucs. Alors évidemment, je passe sous silence la partie piratage parce que c'est un truc que nous n'allons absolument pas aborder et que je vous décourage très fortement à faire. De toute façon, euh, vous partirez en ban instant par Nintendo. Donc voilà, ça, je tenais quand même à le préciser. Donc c'est quoi Fusée Jolie Shuffle globalement? Eh bien, ça va être une vulnérabilité qui se situe dans la boot ROM de la puce Tegra X1, qui est du coup la puce qui est utilisée dans la Switch pour gérer un peu tout. Donc, rappel, la boot ROM, c'est donc une mémoire en lecture seule qui est écrite au moment où la puce va être construite. Et une fois que cette mémoire-là a été écrite une fois, c'est mort. On peut plus la réécrire. Elle est écrite en dur, elle est uniquement lisible et impossible de faire quoi que ce soit dessus. Donc le fait qu'on ait une vulnérabilité dedans, c'est extrêmement fort. Grâce à ça, du coup, on peut exécuter du code arbitrairement dans les premiers moments de démarrage de la console, ce qui va nous permettre de faire un petit peu littéralement tout ce qu'on veut. On va détailler tout de suite comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a été mal foutu, et voilà. Avant ça, on va être obligé de passer un petit moment en fait à parler des transactions de contrôle USB. Donc, pour vous la faire courte, le protocole USB de base, c'est un protocole qui est contrôlé par l'hôte. Donc il y a toujours un hôte qui va gérer la communication quand on a deux périphériques branchés l'un à l'autre par USB. Donc la plupart du temps, par exemple, si on branche une clé USB, ça va être le PC, l'hôte. Ça va être lui qui va envoyer ses ordres. Et donc, chaque transaction USB, elle va être composée de trois paquets. On va avoir un paquet de token, on va avoir un paquet de data, on va avoir un paquet handshake. Le paquet de token, il va contenir soit une valeur in, soit une valeur out, soit une valeur setup. Quand il va envoyer, en fait, ça va servir en fait à décrire la requête qu'on est en train de faire. Quand il va envoyer un in, il va demander au périphérique de lui envoyer des données. Quand il va envoyer un out, il va lui dire alors je t'envoie des données. Et quand il va lui envoyer un setup, ça va servir soit à récupérer certaines informations sur le périphérique, soit ça va servir à le configurer sur certains points. Donc c'est un truc un petit peu général pour faire des manipulations dessus. Ensuite, on a un paquet de data, donc ça c'est typiquement toutes les requêtes qui ont besoin d'envoyer des données, ben elles seront envoyées dans ce paquet-là juste après le token. Et enfin, on a un handshake qui sert à, un peu comme TCP le ferait en couche transport, ça va servir à envoyer un hack, un NAC ou un stale. Stale dans le cas où le truc a besoin d'une intervention, NAC dans le cas où il peut pas gérer actuellement. Hack, ça veut dire que la transmission s'est bien passée. Donc ça va servir de contrôle pour s'assurer que les paquets sont correctement reçus. Que je vous passe les détails de qu'est-ce qui est composé, enfin quel champ il y a dans dans chacun de ces paquets. Hein. Il y a des CRC, il y a des données, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est pas les trucs sur lesquels on va se concentrer parce que, voilà, on a dit que c'était un petit tour rapide. Alors des trucs setup, on en a pas mal de différents en fait. On a des get status, get descriptor, get configuration. On a des variants pour set avec des sets au lieu des get pour les configurer. Donc ça, c'est plein de trucs assez intéressants et on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Il y a un truc très intéressant, c'est que les paquets setup, on est obligé de les traiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement obligé de les traiter, mais on doit les traiter en fait dans un temps très court. J'ai plus le temps exact, mais en fait il faut répondre genre tout de suite quand on reçoit un paquet setup, et ce même s'il y a autre chose qui est en cours. Donc ça va être un truc qui est important à souligner parce que ça va être une cause des problèmes qu'on va avoir par la suite. Voilà. Alors là je vous ai mis quelques détails sur le contenu du paquet setup justement. Quand on envoie un paquet setup, eh bien, on va envoyer pas mal de données ensuite dans la partie data. Et on va pouvoir du coup spécifier quelle requête on veut faire, quelques paramètres pour la requête, etc. Donc le tableau que vous avez sur la droite, c'est un tableau qui décrit du coup tout le contenu de la partie des données, où il y aura du coup en premier 8 bits qui vont servir à envoyer le type de requête que vous voulez faire. Ce type de requête, c'est celles qui sont dans le deuxième tableau qui est à gauche. Donc vous voyez que dans ces requêtes, vous avez les get status, clear feature, set feature, enfin voilà, vous en avez plein plein. Hein. J'en ai mis que quelques-uns, mais il y en a une très grosse liste.
puisque évidemment, si c'est codé sur 8 bits, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et alors ça c'est le champ request, pardon, c'était pas le champ request type, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ça c'est le deuxième champ, ce que je viens de vous expliquer, c'est le champ ici, voilà, sur un octet, value request. Le tout premier, pardon, et en fait il sert à définir le type de requête que c'est. Donc est-ce que c'est une requête qui va aller de l'hôte au périphérique, du périphérique vers l'hôte, il va y avoir un bit qui va être dédié à ça. Ensuite on va du coup avoir deux autres bits qui vont être dédiés. Est-ce que c'est une requête standard? Est-ce que c'est une requête de classe, une requête de vendeur, une requête réservée? Les requêtes standards, c'est tous les périphériques USB qui sont obligés de les implémenter. C'est pareil partout et c'est une obligation. La requête de classe, ça va dépendre de certains types de périphériques, je crois, je sais plus trop. Vendeur, c'est parce qu'il y a certaines actions qui sont réservées pour pour chaque vendeur qui va définir certaines actions, enfin certaines requêtes pour ses propres produits. Puis réservé, bah c'est réservé quoi. Puis ensuite, on a les 4 derniers bits qui vont être pour le périphérique, l'interface, l'endpoint ou d'autres choses. En fait, ça sert à dire qu'est-ce qui doit recevoir la requête, typiquement. Donc, je ne vais pas détailler les notions de device, d'interface, d'endpoint. Les endpoints, à la limite, on peut expliquer en 2-3 mots, c'est un petit peu comme des ports côté couche transport habituel en réseau. Ça va servir à dire dans quel buffer, en gros, on va accéder du côté du périphérique. Typiquement, on lui envoie sur l'endpoint 1, bah, il a peut-être deux endpoints, et chacun pointe vers un buffer différent, et il va utiliser les deux pour différents trucs, quoi. Voilà. Non, nous, ce qui va vraiment être particulièrement important pour la suite, ça va être les champs windex et wlength. Value, ça va être pour transmettre une valeur, si on a besoin de transmettre une valeur. Mais les champs qui nous intéressent vraiment, du coup, c'est index et length. Ceux-là, c'est des paramètres de la requête qui vont nous servir à transférer des données. Donc, les noms des champs peuvent être un peu trompeurs parce que c'est pas juste un index et une longueur. Ça va vraiment servir parfois à transmettre d'autres choses. Quoique la longueur, en fait, ça va surtout être pour la longueur, du coup. Mais l'index, ça peut aussi servir à d'autres trucs. Et la longueur, du coup, le champ de longueur, la majorité du temps, il va être utilisé pour transférer, enfin pour dire combien d'octets on attend en retour dans la phase de données. Par exemple, on envoie un get status, comme vous le voyez à gauche là dans le petit tableau, vous avez value 0, index 0, length 2. Bah en fait, on n'envoie pas de valeur parce que bah, y a pas besoin, on lui demande des trucs, on lui envoie pas des choses. Index, on s'en fout. Length, ça veut dire qu'en fait, on va lui demander de nous envoyer un truc de longueur 2 en réponse à ce get status. Voilà. Ça, c'est des trucs qui sont normalisés, mais ils sont quand même précisés dans les requêtes USB. Retenez bien la partie get status d'une longueur de 2 parce que ça va être utile. Voilà, revenons à notre puce. On a donc une Tegra X1. C'est un SOC tout en un, donc. Alors SOC, ici, ça veut pas dire Security Operations Center, ça veut dire System on a Chip. Donc c'est tout un système, c'est vraiment un mini PC, en fait, tout en un, dans une petite puce, qui va servir absolument à tout. Donc il contient un CPU ARM, un GPU, un Northbridge, un Southbridge, de la RAM. Il y a plein de trucs. Il y a une sorte de gros schéma qui récapitule tout sur le site de Nvidia, si vous voulez jeter un œil. C'est un gros truc, enfin, c'est des puces qui sont souvent utilisées du coup dans l'embarqué, dans ce genre de truc, parce que ça embarque tout en un dans un tout petit truc, donc très pratique. Donc voilà, vous avez le schéma en face de vous sur la façon dont ça démarre. Au moment où ça va commencer, la console va commencer à démarrer, enfin, il n'y a pas que la console, il n'y a pas que la Switch qui utilise la puce Tegra X1 évidemment, mais dans mon cas, je vais surtout parler de la Switch parce que c'est le cas qu'on va utiliser tout du long pour, voilà. Donc en fait, au moment où elle démarre, vous avez le processeur BPMP qui va s'activer en premier. C'est un deuxième processeur en plus du processeur principal qui fera tourner l'OS et tous les trucs plus tard. Celui-là, c'est un processeur qui s'appelle donc le Boot and Power Management Processor et qui est dédié au démarrage. C'est un tout petit processeur et il va même pas utiliser la RAM. À ce moment-là, en fait, au moment où ça démarre, la RAM n'est même pas encore alimentée. Elle a même pas encore d'électricité. Ce processeur va juste utiliser un petit truc de DRAM, d'IRAM, pardon. La DRAM, justement, c'est celle qui n'est pas configurée. Il va utiliser de l'IRAM qui est stocké du coup sur la puce également. C'est vraiment des zones mémoire qui sont toutes petites, qui sont spécialement faites pour ce démarrage. Et ben, en fait, il va utiliser ça pour démarrer. Donc vous avez comme ça la phase de power on. Ensuite, du coup, ben, ce processeur, il va lire la bootrom. Et là, il va commencer à exécuter les instructions de la bootrom. Donc là, il va typiquement récupérer l'OS littéralement, ouais, le stockage principal de la console, et il va essayer de le charger. À partir de là, on a le NVT-boot, qui donc, NVT-boot, c'est le bootloader de Nvidia. Ce bootloader-là va typiquement se charger d'appeler tous les différents bootloaders, qui vont après, eux,
se charger de lancer l'OS. Là, vous avez un exemple quand ça va lancer Linux. Dans le cas de la Switch, ça lancera évidemment pas Linux, et ce sera pas non plus ces bootloaders-là qui vont être utilisés. Il y a un chemin qui est très très intéressant, c'est celui-ci, le chemin RCM. Un chemin qui est pris dans plusieurs cas. Si on n'arrive pas à récupérer typiquement, imaginons qu'on n'a pas de boot control table ou pas de bootloader et que du coup impossible de charger la suite du démarrage, et bien à la place on va démarrer en mode RCM. RCM pour Recovery Mode. Et ce mode là, eh bien, on peut aussi le forcer. On peut le forcer en appuyant sur deux touches précises. On va pouvoir le forcer en appuyant du coup sur... Alors ça doit être Power Up et Volume Down ou Volume Up, l'un des deux, je sais plus, plus le bouton Home. Bouton Home qui n'est pas celui du Joy-Con, c'est celui reconnu par la puce Tegra X1 en interne, et sur la Switch par exemple il est mappé sur certaines pins en fait du rail droit de la Switch, donc en fait il faut court-circuiter deux pins pour l'activer, c'est un peu chiant. Et bref, donc avec ça on peut forcer le mode RCM. Il y a enfin une troisième façon, c'est qu'on peut le demander entre guillemets depuis l'OS, en mettant certaines valeurs dans un registre précis de contrôle en redémarrant. S'il y a cette valeur là dans ce registre, après le redémarrage, hop, ça va aller en RCM direct. Donc voilà, ce mode RCM, ce qui est cool, c'est qu'il est présent même quand le truc est sécurisé pour la prod, quand la puce a été sécurisée pour être distribuée à travers le monde, dans toutes les consoles, dans tous les produits, ce que vous voulez. Et donc c'est cool. Ce mode RCM, il sert à quoi? Eh bien en fait, il y a un petit programme qui va tourner dans le mode RCM, qui va nous permettre du coup d'injecter du code, pour pouvoir en fait recover la console si jamais il y a le moindre problème. Par exemple, typiquement, c'est utilisé si on a pété notre NAND ou je sais pas quoi parce qu'on a fait de la merde et que on leur envoie Nintendo et qu'ils sont suffisamment gentils, ce qui n'est pas forcément le cas, pour aller nous réparer la console. Et bien, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont injecter leur petit payload dans ce mode RCM et puis ensuite ils vont l'exécuter pour réparer la console, reflasher la NAND ou des trucs dans le genre. Il y a une restriction, c'est que du coup, évidemment, ce sont des payloads qui sont signés par Nintendo. Donc ils sont signés avec soit RSA, soit AES CMAC, et on ne peut pas, en tant que simple utilisateur, nous-mêmes envoyer notre code là-dedans. Ça serait beaucoup trop beau. Enfin, ça c'est en théorie, parce qu'évidemment, je serais pas là à vous parler de tout ça s'il n'y avait pas un truc qu'on pouvait faire quand même. Donc voilà, on va commencer à voir un petit peu le pseudocode de cette bootrom, qui va donc être exécuté par le PMP au démarrage. Ça c'est du coup la partie évidemment qui gère le mode RCM, à laquelle on va s'intéresser, puisque c'est là en fait qu'on va avoir des choses intéressantes. Donc ce pseudocode, si vous vous demandez comment on l'a eu, c'est vraiment toute une autre histoire en fait, parce que par défaut quand on démarre, après avoir démarré, après avoir passé la bootrom et que le système soit démarré, la bootrom est entièrement protégée en lecture, et on peut pas juste la lire et voir son code et tout ça, donc il y a d'autres gens qui ont passé un long moment à galérer pour essayer de récupérer du coup son contenu, surtout par des injections de fautes ou des trucs dans le genre. On va passer cette histoire-là parce qu'on se concentre surtout sur la CVE fusée gelée. Mais c'est aussi un truc très intéressant que je vous inviterai à checker indépendamment si ça vous intéresse. Une fois qu'on a récupéré en tout cas le code de la bootrom, enfin le code, une fois qu'on a récupéré les instructions de la bootrom, on peut les reverse. Donc ce n'est pas le code d'origine qui fait tourner la bootrom, mais ça c'est une version pseudocode qui a été renommée, commentée et surtout simplifiée pour enlever les choses inutiles par celle qui a découvert en fait cette CVE, histoire d'illustrer en fait comment le truc fonctionnait. Donc vous pouvez voir que on a un code qui va gérer en tout premier les requêtes de contrôle. Ça va les mettre dans ce qu'on appelle un DMA buffer. DMA, ça veut dire Direct Access Memory, ça va être des buffers qui vont être mappés en RAM directement. Donc vraiment, en fait on en a deux dans la Switch, on en a deux ouais, dans le mode RCM. Et on va switcher entre les deux, on appelle ça le low buffer et le high buffer, puisque en fait ils sont l'un à côté de l'autre, donc on a celui du haut, celui du bas. Puis en fait, du coup on va récupérer des trucs dans le buffer DMA, du coup qu'on est en train d'utiliser actuellement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que du coup, eh bien, on va vérifier d'abord que l'USB est initialisé. Et si l'USB est initialisé, là, on va commencer à lire notre truc. Notre payload et notre commande, je veux dire. Puis vous pouvez voir qu'on va valider notre commande. Et si le check échoue, eh bien, c'est échoué, tant pis. Et là, la partie qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, on est en train de lire une commande RCM à un payload. Et uniquement après, on va le valider. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose dans cette fonction-là?
Puisqu'en fait, à partir du moment où on arrive à RCM Validate Command, c'est terminé. Puisque à partir de là, notre commande ne va pas être validée, c'est impossible, parce qu'on n'a pas la clé chez Nintendo, on peut pas signer notre commande, donc là pour le coup c'est mort. Donc si on veut avoir une petite fenêtre de tir pour pouvoir faire quelque chose avant que le payload on vérifie sa signature, on est obligé en fait d'aller regarder dans cette fonction. Puisque là voilà, on a la vérification de signature. Donc voilà, on ouvre la fonction, alors ça peut être un petit peu petit, le code à droite, si c'est le cas je m'en excuse du coup. Donc voilà, on va commencer par définir le nombre d'octets qu'on va devoir lire et le total qu'on a lu. Puis ensuite, du coup, tant qu'on n'a pas encore terminé de lire le truc dont on a besoin, on va switcher les deux buffers. Donc les DMA buffers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y en a un en haut, un en bas, et en fait, on va switcher entre les deux à chaque fois qu'on va faire un transfert, pour pas utiliser le même tout le temps, quoi. Puis là, ça va commencer du coup à faire une lecture de notre transaction. Et là, la partie intéressante, c'est que comme vous pouvez le voir dans le nom de la méthode qui est appelée, c'est non bloquant. Donc en fait, là, on va lire typiquement notre transaction, mais le code va continuer de s'exécuter même si ça, c'est pas terminé. Et donc là, bon, là, écoutez, c'est juste des validations qui vont vérifier que le buffer, on reçoit des trucs qui sont relativement OK. Voilà. On va pas commencer à recevoir des trucs qui dépassent notre total de RAM ou des conneries dans le genre. Donc là, on a des trucs qui sont faits dans ce genre-là, mais la partie vraiment intéressante, c'est ça en bas. Vous allez en fait avoir une gestion des requêtes de contrôle pendant qu'on est en train de faire du coup notre envoi du payload. Et ça c'est important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les requêtes de type setup, on est obligé de les traiter instantanément même si on est en train de faire autre chose. Donc là en fait ils n'ont pas le choix, mais du coup en fait ça crée une sorte de race condition, puisque on n'a pas encore terminé de lire notre truc en haut, et on va déjà on va faire des requêtes de contrôle en bas. Et donc ça nous laisse une petite fenêtre de tir là encore, parce que si on dit par exemple, bah je t'envoie un payload qui fait, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'octets, et je t'ai envoyé que les 10 premiers, bah pendant ce temps on va pouvoir gérer une requête de contrôle, on va pouvoir envoyer plein de requêtes de contrôle, on va pouvoir envoyer des requêtes craftées si on a envie, et elles vont être interprétées à ce moment-là. Voilà. Cette transaction de contrôle, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là-dedans aussi? De toute façon, dans cette fonction-là, il n'y avait rien de particulièrement choquant qui est exploitable. Bah, essayons de regarder là-dedans. Est-ce que dans les requêtes de contrôle, on peut pas gérer... Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas des vulnérabilités qu'on pourrait exploiter? Donc voilà, on rentre à nouveau dans cette fonction, ça commence à faire beaucoup de code, hein, j'en ai conscience, mais l'important c'est de comprendre la logique globale. Et là, je vais vous rappeler un petit peu un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est que getStatus, je l'ai remis du coup, c'est un truc qui va demander 2 octets de statut. Le premier octet, en fait, enfin, pas 2 octets, 2 bits. Euh, Ça va en fait, j'ai fait une faute sur la slide, c'est pour ça. Le premier bit, en fait, il va servir à dire est-ce que c'est auto-alimenté. Le deuxième, il va dire est-ce que c'est en réveil à distance. Est-ce que c'est setup en réveil à distance. Donc c'est vraiment deux bits d'information un peu con, quoi. Puis voilà. Ensuite, le reste, de toute façon, c'est des trucs qui sont réservés. Ah oui, non, d'accord, donc, non, en fait, pardon, je me suis un peu embrouillé. C'est bien 2 octets, c'est juste qu'en fait, il y a que 2 bits sur les 2 octets qui sont utilisés. Le reste, dans les 2 octets, c'est ça qui est pas utilisé, et donc ça fait quand même 2 octets au final. Excusez-moi pour la petite erreur. Donc ça, c'est typiquement ben, ce qu'on va demander comme requête à cette fonction-là. Et donc cette fonction-là, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va à nouveau, ben, elle va lire notre truc, elle va vérifier si c'est pour un device ou si c'est pour un endpoint. Et dans le cas où c'est pour un endpoint, là ça fait très 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 mal. C'est que comme vous pouvez le voir, on va prendre la longueur spécifiée par le paquet, et on va dire que c'est ça la longueur qu'on va utiliser pour la transaction. Et plus tard, c'est utilisé par le même copy. Donc laissez-moi expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est une énorme erreur. Comme vous le voyez, la longueur ici qu'on va envoyer avec un getStatus, par défaut, le protocole USB il envoie toujours 2 parce que c'est un truc fixe. On va avoir besoin de 2 octets d'information. Mais en soi, l'ordinateur, on peut pas lui faire confiance. Ça peut être un ordi de n'importe qui, il peut envoyer n'importe quoi dans ce champ à la place. Il suffit qu'on ait un mec qui va s'amuser à du coup utiliser des API USB de son OS pour manipuler la transaction USB. Il va forcer l'injection de autre chose dans le champ de longueur. Bref, on peut pas faire confiance à ça. Et du coup, eh bien, en fait, le problème ici, c'est qu'on va récupérer la longueur qu'on nous a demandé, et on va lire cette longueur, du coup, et ensuite, du coup, on va prendre les données que... En fait,
comment dire, on va d'abord récupérer le statut et on va le pousser sur la pile, et ensuite on va lire sur la pile autant d'octets qu'on nous a donné du coup de longueur. Donc normalement, en temps normal, si on envoie 2, bah, ça va prendre 2 octets sur la pile, donc ça va renvoyer les deux trucs... Enfin, la transaction va du coup nous renvoyer les 2 octets. Là, le problème, c'est qu'en fait, on va faire un même copier, et on va pas copier juste les 2 octets, parce que si on modifie ce champ length, on va copier beaucoup plus que ça. Là, leur grosse erreur, c'est qu'en fait, ils auraient dû prendre le minimum entre 2 et la valeur qui est demandée. Parce que si la valeur demandée, c'est 1, bah, ok, on obéit, on peut envoyer 1. Dans le cas où ça dépasse 2, non. Non, non, on fait pas, parce qu'évidemment, c'est pas secure. Le champ de getStatu, il est censé renvoyer que 2 octets au max. Et là, ils ont pas fait de contrôle sur ça, et du coup, ben, le problème, c'est qu'en fait, quand ils vont copier ce qu'ils ont pris sur la pile, là, leur statut, dans le DMA buffer, eh bien, au lieu de copier uniquement 2 octets, ils vont copier autant d'octets qu'on a mis là-dedans. Donc si on met la valeur maximale, sachant que c'est sur 2 octets, on va mettre 65 536, qui est 2 puissance 16, eh bien on va pouvoir copier dans le buffer DMA jusqu'à 2 puissance 16 octets. Et là, bah, on a un énorme buffer overflow, donc c'est vraiment la mort. Voici un petit schéma de comment est-ce que c'est au niveau de la mémoire dans la RAM. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, on va avoir la commande qui va être stockée par là. Là, on va avoir le low DMA buffer, puis le high. Et puis, en fait, juste après, on va avoir la pile de l'application, la variable de statut qui, du coup, est au sommet de la pile. Et puis, juste après, en fait, c'est là où le code place notre truc qu'on contrôle, notre payload RCM. Et là, ben, c'est mort, quoi, parce que si notre get status, il est sur la pile ici, ça veut dire que, comme notre payload qu'on a envoyé est juste après, si on dépasse, eh bien on va copier notre payload. Et si on dépasse du coup derrière le DMA buffer, là où il y a l'application stack, ça veut dire qu'on va pouvoir littéralement mettre notre payload sur la pile de l'application. Et là, bah, c'est terminé en fait, parce qu'à partir de là, on contrôle le flux d'exécution. On a juste à mettre l'adresse de retour qu'on veut sur la pile, et hop, on va pouvoir faire aller la pile n'importe où. Enfin, faire aller le programme, pardon, n'importe où dès qu'il va retourner. Et c'est mort, quoi. Là, on a gagné. Protection. Quelle protection il y a? Comment on fait? Bah, désolé, tout est RWX, donc on peut tout lire, tout écrire, tout exécuter. Ah, c'est dommage, ouais, on est dans la boot ROM en même temps, il n'y a pas d'OS, donc il n'y a pas de protection particulière qui est activée non plus. Il n'y a pas d'ASLR, bah il n'y a pas d'OS. Comment vous voudriez avoir de l'ASLR là-dedans? Bah non, il n'y en a pas, forcément. Il n'y a pas de canary non plus. Ah, c'est dommage, hein, pas de canary. Officiellement, apparemment, c'est pour réduire la complexité et économiser de l'espace dans la ARM et la ROM. C'est vrai que rajouter quelques checks de canary, ça prend un tout petit peu plus, mais enfin bon. Voilà, ça pour le coup, ça aurait pu leur être utile. Mais du coup, bah non. Parce qu'après, évidemment, s'ils avaient implémenté un canary, il aurait fallu le régénérer à chaque fois, pas qu'il soit tout le temps identique, sinon ça sert à rien. Donc ça aurait rajouté un peu de complexité, mais ben en fait, le problème, c'est que voilà, on est dans la boot ROM, on n'a aucune protection, on a on a une exécution de code arbitraire parce qu'ils ont foiré un truc. Et là, bah, autant dire que ils sont dans la merde, quoi, parce qu'en fait, on est au plus haut niveau de privilège sur le système. Là, on est en train d'exécuter du code dans la trust zone en tant que secure monitor, la plupart du temps. On peut littéralement lire la bootrom, on peut lire les fuses, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune restriction. Et le pire dans tout ça, c'est que comme c'est dans la bootrom, c'est impossible à patcher. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est modifier leur version de la console, mettre une autre puce qui a été patchée. Nvidia, tout ce qu'ils peuvent faire, du coup, c'est mettre à jour leur puce pour avoir un autre code dessus. Et bah ouais, ça craint quoi. Donc récapitulons. Comment on fait pour exploiter tout ça? Premièrement, on force le boot en mode RCM. Donc Home, Volume Up et Power. Ça va nous permettre de démarrer en mode RCM, tout simplement. Ensuite, bah, on branche le périphérique sur un PC hein, par USB, parce qu'on va avoir besoin de faire des transactions USB. Et ensuite, du coup, on va être sur le PC, et là, on va construire une requête USB, entre guillemets, un peu à la main, où on va du coup faire exprès de mettre certains champs avec certaines valeurs. La première chose qu'on va faire, c'est une commande RCM qui du coup aura sa length au maximum, pour que, comme vous vous rappelez tout à l'heure, on ne finisse pas de l'envoyer, et pendant ce temps, il va traiter les requêtes de contrôle. Donc là, le but, c'est de mettre une length à fond, et on va envoyer rien du tout, en fait. Donc voilà. La deuxième étape, c'est qu'on va envoyer un bloc, un gros bloc, qui va être entièrement l'adresse de notre payload final qu'on va vouloir exécuter. Ça, c'est la partie qui va être recopiée sur la stack. Ensuite, du coup, juste après ça, on va mettre le payload final qu'on veut exécuter.
Donc bah écoutez, tranquille, hein, on met notre payload, je sais pas, du code qu'on veut exécuter qui va permettre de démarrer d'autres trucs, un proof of concept qui affiche quelques trucs sur l'écran de la Switch, enfin voilà. Après c'est un peu chiant à faire ce payload là parce que on est en bare metal, on a aucune bibliothèque user space pour gérer l'affichage, quoi que ce soit, donc là, voilà, faut vraiment manipuler le hardware limite, enfin comment dire, enfin on est en bare metal quoi, donc c'est très très galère à faire un payload comme ça, mais ça se fait. Puis ensuite, du coup, on rajoute un petit padding, parce qu'en fait, il faut que ce soit divisible par 0x1000. Alors, on va aussi envoyer 0x1000 octets si le prochain buffer utilisé, c'est le low DMA buffer, parce que dans notre but, enfin dans notre plan, idéalement, on veut écrire le high DMA buffer, si je reviens dessus rapidement. C'est celui qui est à droite, parce qu'en fait, c'est le plus proche de la stack, donc ça évite de copier trop de trucs, disons. Après, en soi, ça change pas non plus tant de choses que ça. Puis voilà, bah en fait, une fois que c'est fait, c'est bon, hein, on peut envoyer notre exploit au périphérique. Et évidemment, notre exploit qui ne fera pas 65 536 octets, enfin la length maximum, quoi. Et l'avantage, du coup, c'est qu'on va pouvoir ensuite envoyer notre get status vers n'importe quel endpoint. Là, on met à nouveau la length au maximum. Et voilà, on a gagné. Parce que, en fait, quand il va vouloir gérer ce get status là, il va avoir la length très grande. Il va prendre une. Enfin, il va même copier dans le buffer, dans le high DMA buffer, toute notre pile. Enfin, tout notre payload, pardon. Il va le mettre par-dessus la pile. Et puis là, voilà, c'est bon, c'est. On est tranquille. Bon, après, c'est un peu chiant parce que les emplacements des. Comment dire? Les emplacements des pointeurs d'instruction là qui sont sauvegardés sur la pile en ARM euh, dans la pile de la bootrom de base, leur emplacement change selon les cas, donc c'est pour ça qu'on réécrit la stack en entière avec cette adresse, comme ça au moins on est tranquille, on est sûr que ça réécrira bien. Voilà, un petit mème de qualité pour Nintendo qui pour une fois avait bien sécurisé leur console, contrairement aux précédentes, mais qui se sont fait avoir alors que ben c'était pas leur faute. Voilà. Ensuite, ben qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, on met à jour la puce, voilà. Donc tous les socs ouais, de Tegra qui sont inférieurs au X2 sont a priori vulnérables à celui-là. Donc ça fait mal. Mais du coup ils ont fait une nouvelle révision hardware qui est donc la Tegra X1 Plus, qui est aussi appelée du coup la Marico. Et c'est une puce qui est utilisée du coup dans une nouvelle version de la Switch qui est sortie depuis 2019 si je dis pas de bêtises. Nintendo qui a décidé dans le plus grand des silences de faire une petite révision de sa Switch discretos pour changer la puce pour qu'elle soit plus vulnérable à ça. Donc si vous avez une Switch de avant 2019, il y a de grandes chances qu'elle soit vulnérable. Si vous l'avez achetée après, c'est un peu mort. Voilà. Puis du coup ensuite ben, il y a des gros projets qui ont été créés, notamment un énorme custom firmware d'un mec qui s'appelle Cyrus M qui fait énormément de reverse sur la Switch, j'ai l'impression qu'il passe sa vie à faire ça honnêtement. Qui avant passé du coup des années entières à développer ce custom firmware, qui continue de le développer dès qu'il y a des mises à jour. Il met à jour son truc. C'est vraiment super complet et du coup avec ça, ben, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez sur la console, c'est vachement bien. À préciser que du coup c'est un custom firmware et donc le principe c'est qu'en fait ça va patcher plein de trucs précis dans le firmware original de la Switch. Puisque rappelons que la Switch elle a un OS qui est propre à Nintendo qu'ils ont développé en interne depuis zéro qui s'appelle Horizon OS. Donc Atmosphere va venir par-dessus patcher plein de trucs par-ci par-là pour modifier son fonctionnement et nous permettre de faire tout ce qu'on veut. L'inconvénient de cette CVE là, en fait, le problème c'est que c'est pas permanent. Dans le sens où si on redémarre la console, ben en fait on perd notre accès. Puisque bah, une fois qu'on a éteint la console, si on la démarre, et bah, on repart dans la procédure de boot de base, donc on est obligé de repasser par le mode RCM et refaire notre manip si on veut pouvoir réexécuter du code arbitraire. Donc malheureusement, on peut pas garder un CFW permanent sur sa console qui resterait là même quand on redémarre ou autre pour l'instant, à moins qu'on trouve une autre vulnérabilité, puisqu'il faudrait une vulnérabilité cold boot qui permettrait de le relancer en fait dès le démarrage mais sans avoir rien à faire. Hop là, je profite pour faire un petit moment entre guillemets pub. Sur le back-end de RootMe, j'ai un petit challenge en attente d'un reverse d'un petit homebrew pour la suite justement. Donc s'il y a des membres contributeurs qui passent par là, n'hésitez pas à faire un tour dessus, il est vachement sympa. Et j'espère que du coup, si là c'est les 3 tests, un jour il puisse sortir sur le site. Voilà, voilà. Donc je vous ai mis des sources.
J'ai mis la vulnerability disclosure de l'auteur qui a découvert la vulnérabilité en premier. Alors, son site, depuis un mois, le certificat n'est plus valide, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un PDF. Puis je vous ai mis un petit lien aussi pour voir comment fonctionne tout le protocole USB, parce que c'est vachement cool quand même. Puis ensuite, en dernier lien, je vous ai mis une conférence qui a été au Triple C de je sais plus quelle année, 2018, c'est marqué dans l'URL, qui expliquait comment est-ce que ils avaient dumpé notamment la bootram, et ensuite comment est-ce qu'ils avaient du coup exécuté du code dessus. Alors, ils sont pas du tout rentrés dans les détails sur le fonctionnement de la CVE et de comment elle fonctionne niveau pseudocode, USB et tout. Mais par contre, la partie vraiment super intéressante qui est très complémentaire avec ce que je vous ai dit, c'est la partie du coup comment faire pour récupérer la bootrom pour pouvoir ensuite la reverse. Donc je vous invite à aller regarder ça. Voilà. Donc pour moi c'est bon. Je vais regarder si vous avez pas des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup. D'accord, donc ouais, la puce patchée est arrivée mi-2018. Ouais, j'avais en tête 2019, du coup ouais, c'était encore plus tôt. Ah, putain. Ok, bon, il n'y a pas de questions du coup? Ok. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la conf là. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté et j'espère que ça vous aura intéressé. Et bah voilà, je vous dis bonne suite de... bonne continuation. N'hésitez pas à aller continuer de tryhard le CTF qui est en course sur Rootme, j'ai fait mal de shell dessus, il y a plein de trucs super cool. Et puis il y a plein d'auteurs qui ont fait des trucs sympas, enfin voilà. Il reste jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas. A plus tard, bye bye.